Invité du jour, Vincent Lemire, bienvenue pour faire le bilan de la visite de Manuel Valls au Proche-Orient. Il arrive pour éteindre un autre incendie en France. Bienvenue, donc vous êtes historien, directeur du projet européen Open Jérusalem et auteur de Jérusalem 1900. Soutien des Palestiniens, mais refus poli de Benyamin Netanyahou de participer le 3 juin à la conférence internationale de Paris pour relancer le processus de paix israélo-palestinien. Voilà ce que le Premier ministre français, qui est monté en première ligne, ramène de son voyage au Proche-Orient. C'est un échec, selon vous? Oui, clairement, c'est un échec. C'est peut-être même un fiasco. Refus poli, vous êtes poli vous-même. Dans les mots, Benyamin Netanyahou a forcément été diplomatique. Je veux dire, au pupitre, au micro, en conférence de presse, devant Valls, et non pas lui dire qu'il voulait bien venir à Paris pour faire une photo, en gros, mais qu'il refusait toute la philosophie en fait de la stratégie française. C'est quand même un camouflet, qui était prévu. Mais... Alors, il a dit, je ne participe pas à la conférence internationale, mais OK, par contre, à Paris, pour des rencontres bilatérales, une rencontre bilatérale avec Mahmoud Abbas. Oui, c'est une blague. C'est une blague, et tout le monde a bien compris que c'était une blague. Enfin, c'est-à-dire, sur le plan diplomatique, en gros, il refuse toute la philosophie de la stratégie française, qui est internationaliser la négociation. La stratégie française depuis septembre 2014, depuis la guerre de Gaza, depuis les votes des parlements sur la future reconnaissance de l'État de Palestine, c'est un occupant et un occupé ne peuvent pas négocier en bilatéral, puisque le rapport de force n'est pas équivalent sur le terrain. Donc il faut internationaliser la négociation. Il faut parrainer la négociation. Pas seulement sous parrainage américain, échec de Kerry, mais sous parrainage américain, européen, Quartet, Russie, etc. Ça, c'est la philosophie française. Il y avait plusieurs briques là-dedans. Il y avait le vote d'une résolution au Conseil de sécurité, qui a échoué, en partie à cause d'ailleurs des atermoiements palestiniens. Il y avait ensuite cette réunion au niveau ministériel, puis une conférence internationale en présence de Abbas et Netanyahou. Clairement, Netanyahou a claqué la porte au nez de Manuel Valls, qui n'était pas venu pour ça. C'est-à-dire que la visite de Valls, elle était prévue depuis très longtemps, pas particulièrement dans un agenda diplo. La visite de héros était plus clairement diplo. Qui lui-même a eu une fin de non-recevoir du côté israélien. Il y a des griefs particuliers contre la France? Alors, ce qui a été utilisé très, très habilement par Netanyahou et par aussi par les médias franco-israéliens, c'est ce fameux vote à l'UNESCO. Quand on regarde le contenu du vote, tous les observateurs voient que c'est un vote en fait d'une résolution extrêmement classique dans l'histoire de l'UNESCO. En faveur des Palestiniens. Oui, en faveur de la défense du statu quo. Mais je veux dire, c'est des résolutions comme ça, c'est ce qu'on appelle des résolutions omnibus sur la Palestine. Il y en a une par an. Donc c'est un vote absolument classique. C'est logique que la France ait voté oui. Elle a toujours voté oui pour ce type de résolution. Il y a des formulations qu'on peut discuter, mais le vote, il était absolument logique. Ce qui a fait événement, c'est que la France n'a pas pu tenir ses positions, et surtout qu'on a un ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est censé gérer Nuit debout, la police, les raffineries, etc., et qui, devant le CRIF, se fait interpeller par le CRIF et répond, et se permet de discuter un vote français à l'UNESCO, un ministre de l'Intérieur. Et ensuite, donc il y a Hollande qui doit bouger, ensuite il y a Valls qui regrette le vote de la France. C'est un fiasco diplomatique. C'est-à-dire qu'on peut discuter de ce vote, mais ensuite il faut tenir sa position. Et là, la diplomatie française, en 15 jours, s'est ridiculisée parce qu'elle a voté, et ensuite elle a, par manque de sang-froid, par manque de solidarité gouvernementale, par manque de culture aussi, parce que je crois que la réponse de Cazeneuve au CRIF, c'est... Voilà, il ne connaît pas comment fonctionne l'UNESCO, il ne sait pas ce que c'est qu'une résolution à l'UNESCO. Encore une fois, c'était un texte classique. Donc il se laisse intimider, et puis on arrive à Valls qui arrive en Israël au milieu de ce pataquès. C'est même plus un couac, mais de ce pataquès diplomatique. Ça nous dit quoi de la France également et de son influence? Elle n'est plus en position de parler à tout le monde comme autrefois? De fait, la France a toujours une position, je crois, équilibrée. Ça dit plus sur Israël que sur la France. C'est-à-dire, ça dit aussi que le gouvernement israélien et il n'y a qu'à lire les médias israéliens eux-mêmes, de gauche comme de droite. On a aujourd'hui en Israël le gouvernement le plus à droite, voire à l'extrême droite, de l'histoire d'Israël. C'est ce qu'on lit dans la presse israélienne. Voilà. Donc comment on fait pour relancer un processus de paix, soi-disant un processus de paix, avec le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays?
c'est absolument exclu pour Netanyahou d'accepter une internationalisation de la négociation. Ça veut dire que les conditions politiques régionales et peut-être le cadre diplomatique ne sont pas réunis actuellement pour une relance du processus de paix? Absolument pas, absolument pas. Il y a une demande palestinienne qui est logique, parce qu'on a un pouvoir palestinien qui est à bout de force. On a Mahmoud Abbas qui est au bout de son mandat dans tous les sens du terme. C'est-à-dire il est au bout de son mandat sur le plan électoral, mais il est aussi au bout de la stratégie qu'il avait, de l'agenda diplomatique qu'il avait lui-même. Reconnaissance à l'UNESCO, c'est fait. Reconnaissance symbolique à l'ONU, c'est fait. Il n'a plus rien dans son jeu, Abbas. Il est complètement épuisé, donc effectivement, il est en demande de n'importe quoi. N'importe quoi plutôt que rien. Ça veut dire qu'on attend maintenant le successeur d'Abbas pour faire avancer les choses, peut-être? Voilà, on attend le successeur d'Abbas, mais alors là, les paris sont ouverts. Je crois qu'il y a un cadre d'analyse qui est un peu dépassé, je crois, pour le coup, dans les médias français. C'est-à-dire qu'on cherche le troisième Arafat. Abbas était le remplaçant de son bras droit, puis son remplaçant. Donc on cherche une figure comme ça. Donc en ce moment, c'est Barghouti. Est-ce que Barghouti va sortir de prison? Est-ce qu'il sera Mandela? Et est-ce qu'il va réussir à rassembler les différentes factions palestiniennes? Donc en gros, on a une hypothèse Barghouti qui est en prison, mais qui a une légitimité populaire très forte et en même temps des moyens et des relais sur place très faibles. On a une hypothèse d'Arlan, qui est en exil aux Émirats arabes unis, qui a une légitimité populaire quasi nulle, mais des moyens et des relais sur place très forts. C'est intéressant d'ailleurs que les deux hypothèses les plus plausibles soient deux Palestiniens qui sont à l'extérieur du jeu. Un qui est en prison, un qui est en exil. Mais surtout, je pense que le cadre d'analyse n'est pas le bon. On est aujourd'hui à un niveau de déliquescence de l'autorité palestinienne qui fait que, sans doute, la triple présidence palestinienne, Moukata, OLP, Fatah, c'est peut-être terminé. Le modèle mis en place en 1994 par Arafat, c'est-à-dire qu'il était 3 fois président. Président de la Palestine, de l'autorité palestinienne, président du comité exécutif de l'OLP, président du comité central du Fatah. Abbas a repris en fait cette même configuration. Aujourd'hui, on cherche qui sera le futur Abbas. Sans doute qu'on est dans une telle déliquescence de la politique palestinienne qu'on va assister à une fragmentation en fait du pouvoir palestinien. Et que, peut-être que Darlan prendra Fatah, peut-être que Barghouti prendra l'OLP, peut-être que quelqu'un d'autre prendra une présidence symbolique de la Palestine, peut-être même Barghouti, peut-être même depuis sa prison. Mais vous voyez, il faut peut-être chercher en fait cette alternative, ce sera peut-être pas une seule personne. Avec aussi côté israélien, une droitisation, vous le disiez, du gouvernement et le retour au sein du gouvernement, au ministère de la Défense probable de Avigdor Lieberman. Écoutez, ça c'est un événement majeur dans l'histoire israélienne. C'est Charles Anderlin notamment qui en parlait ce week-end, qui en parlait le mieux. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Il y a eu cette intifada qui est en cours. Il y a eu ce soldat franco-israélien, vous vous souvenez, qui a abattu à bout portant à quelques mètres un blessé, un assaillant palestinien qui était blessé, qui était au sol complètement après l'action. Lieberman a pris la tête de la défense de ce soldat franco-israélien contre la hiérarchie militaire. Et contre, y compris Ayalon, qui était le ministre. Netanyahou, en prenant la décision de nommer Lieberman ministre de la Défense, envoie un message à l'armée en voulant mettre au pas son armée. D'accord ? Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est que on est dans une situation absolument incroyable où, finalement, un des derniers bastions, on va dire, de résistance au pouvoir gouvernemental, c'est l'armée. A disparu au profit d'une surenchère. Et une surenchère nationaliste de droite au niveau du gouvernement. Merci d'être venu sur le plateau de France 24, Vincent Lemire, auteur de Jérusalem 1900. À noter qu'il est paru aux éditions Armand Collin, en arabe, en hébreu et en anglais. Restez avec nous, on marque une petite pause, on se retrouve dans moins